Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec notre invitée Basma Gouyel, entrepreneuse qui soutient l'entrepreneuriat au féminin, surtout les artisanes dans les milieux ruraux en Tunisie. Pour le bien-être, nous sommes partis à la rencontre de Shaima, une entrepreneuse de Saï Création qui personnalise les tapis de prière, les coffrets bébés, les coffrets mariage, les chaussons, les bougies et autres accessoires. Pour la culture, nous sommes partis voir une comédie Bnet Souad au théâtre Le République dont le metteur en scène est Sadok Elouaz avec Naïma Elgeni, Lubna Sdiri et Oumeima Ben Afsi. Et dans l'instant coaching, il est là avec nous, monsieur Mohamed Kaki, grand dramaturge. Il nous parlera de coaching et de théâtre. Bonjour à tous les deux. Bonjour Basma. Bonjour Mohamed. Quel bonheur ce plateau, beaucoup de lumière, on en parle justement, très lumineux, beaucoup de good vibes et ça c'est important je pense pour un beau plateau comme ça. Et on va apprendre énormément de choses avec vous deux. Alors, tout en couleur, on va commencer justement, Basma, par vous. Donc, c'est les good news. Et les good news, eh ben, c'est avec vous. Pourquoi good news? Parce que vous êtes une entrepreneuse et vous soutenez beaucoup l'entrepreneuriat féminin et surtout les artisanes dans ces milieux ruraux. Tout à fait, Inda. Donc, en fait, moi, je travaille dans tout ce qui est artisanal en Tunisie. D'accord. Je travaille en France, j'ai une société Project Manager Gouyel Basma. Donc en fait, je suis à la recherche de biens d'exception pour des marchands de biens qui sont eux mes clients. Donc ensuite, nous faisons je fais l'achat, la rénovation et la revente. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur les pas de la Tunisie pour aller chercher des matières premières comme le marbre, pour les décorations des rideaux, les tissus, toutes les belles choses tunisiennes qu'on peut avoir sur le marché. Et donc, vous l'avez ramené ici sur le marché français pour les décorations. Voilà, pour les décorations et mélanger. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je suis allée à la rencontre de toutes ces femmes artisanes pour mettre en valeur leur travail. On va y revenir, Voilà. Nous, on aimerait savoir d'abord qu'est-ce qui vous a amené, votre parcours professionnel, pour vous amener à devenir vous-même une entrepreneuse. Mon parcours professionnel, en fait, il a été vraiment l'histoire d'une femme normale, une maman, une femme, l'éducation de mes deux fils, qui est pour moi très important. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de temps avec eux. Donc, à ce moment-là, j'ai un petit peu travaillé pour avoir de la maison et en même temps comme beaucoup de mamans, bien sûr, et je leur tire mon chapeau et je leur dis bravo parce qu'on mélange le familial et le social pour justement avoir l'équilibre. Et à ce moment-là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis des années et pour garder bien sûr ce temps. Et au fur et à mesure, bien sûr, mes enfants ont grandi et maintenant je suis complètement autonome. Donc là, 100% entrepreneuse. Voilà. Et j'ai appris petit à petit, j'ai été sur le terrain par petit pas, comme tout le monde. Et j'ai été vraiment heureuse d'avoir fait cette expérience. En fait, finalement, l'entrepreneuriat au féminin est vraiment quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure et les belles rencontres que l'on peut faire. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle les femmes chefs d'entreprise mondiales. Moi, je fais partie de la délégation de Nice et de Tunis également. Donc c'est pour ça. Et à ce moment-là, on a des échanges, on fait des formations. Il y a des réunions, donc entre les deux rives. Exactement. On est justement, on a cette entraide, on a cette capacité à pouvoir échanger entre nous, bien sûr, ce qui est très important. Puis après tout ça, tout vient petit à petit. Et bien sûr, quand on voit toutes ces femmes, la dureté de leur vie, la dureté de leur combat, parce qu'elles sont là à aller chercher elles marchent des heures et des heures pour aller chercher de l'eau. Elles n'ont pas d'électricité, alors que nous sommes quand même dans des pays où tout est possible.
Bien sûr, il y a la culture. Ce sont des femmes qui ont vraiment beaucoup de bien-être. Elles ont beaucoup d'amour à donner, elles ont de la bienveillance, elles ont de grandes richesses. De grandes richesses. Et je pense qu'elles font tout pour le transmettre, ouais. exactement, tout à fait, Linda. Ouais. Et quand elles transmettent ce bien-être et qu'on va vers elles, qu'on les valorise, c'est surtout ça le plus important. Besma, le travail que vous faites est énorme parce que c'est un travail de mise en lumière, mise en lumière de leur travail, de leur culture, justement de l'artisanat de ces femmes-là, ancestrales. Hein. Ancestrales, oui, parce que ça c'est important, il ne faut pas perdre ça, hein. C'est une richesse, il faut qu'il y ait une continuité. Et je pense qu'elles transmettent ce savoir à leurs enfants. Oui, elles transmettent ce savoir dans les tapis, dans tout ce qui est nourriture, dans le produit du terroir, dans la poterie, les femmes du Sud, les femmes... vraiment, c'est très varié. Ouais. Et, quelle est votre meilleure expérience avec ces femmes? Ma meilleure expérience, c'est que j'étais avec une amie, nous sommes allés dans un petit village qui s'appelle Denden, en Tunisie. Et il y avait une exposition des femmes du Sud qui faisaient des poissons avec de la terre cuite, des poissons, des tortues, des vases, mais la poterie, la belle poterie, mais tout avec aucun élément, c'est-à-dire que tout était fait de leurs mains. Ouais. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, il n'y a pas de coupure droite, mais c'est vraiment du tactile. C'est magnifique. Hein. Et c'est extrêmement beau, la façon dont elles le font, et puis surtout, quand elles viennent pour le revendre, elles le revendent tellement à bas prix parce qu'elles se dévalorisent. C'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, elles ne voient pas la valeur de leur travail. Exactement. Et en plus, elles travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est surtout ça, en fait. Ah oui, elles subviennent aux besoins de leur famille à 1000%. C'est-à-dire éducatif, cuisine, une vraie maman, une femme au foyer. C'est ça. Adaptées à leurs fonctions pour tous les jours de leurs enfants. Qu'est-ce que vous souhaiterez justement pour ces femmes-là? Moi, je souhaiterais créer une association, je pense en 2023, pour justement les mettre en lumière et aller les voir, mais vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, leur donner le sourire, leur donner leur valeur. Même si c'est ne serait-ce qu'une gentillesse, une parole gentille, pas besoin d'avoir plus. C'est pas simplement au niveau pécunier, c'est au niveau aussi. C'est de l'écoute, bien sûr. Je pense, et valoriser leur travail, de l'écoute et de la reconnaissance. C'est ça, c'est ça. De la reconnaissance, leur dire, voilà, vous êtes capable de... Ne vous sentez pas, faites ce que vous avez envie de faire et allez surtout au bout de vos rêves. Même si c'est un petit rêve, faites-le, réalisez-le, même ne serait-ce que de donner un bonheur. Qu'est-ce que vous pensez justement, Mohamed? Quand vous écoutez, on voit que Basma est passionnée, ça lui sort des tripes, on voit. Il y a beaucoup d'émotions dans votre regard, énormément, parce que vous avez pris justement cette position de porte-parole, parce qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la possibilité de venir ici. Mais vous parlez avec tellement d'émotions, c'est bon. C'est formidable ce que dit Basma, je retiens plein de belles choses qu'elle a dites, que j'ai notées, et notamment la transmission, le regard qu'elle porte, et on le voit qu'elle porte un regard avec amour, un grand amour, et ça me fait penser à un grand homme qui s'appelle Albert Jacquard, et qui disait ceci: « Je suis beau dans le regard de l'autre ». Oh, c'est magnifique. Et c'est ce regard qui est important entre nous. On peut rendre heureux quelqu'un. Exactement. Et on peut rendre malheureux quelqu'un en fonction du regard qu'on porte. Et vous, Basma, c'est formidable tout ce que vous avez dit, notamment sur la question de l'entraide, de l'échange. Parce que, précisément, on ne peut rien faire tout seul. Non. C'est collectivement qu'on peut faire les choses. C'est ça. Et vraiment, la dimension du partage, du collectif, c'est un trésor incroyable. C'est ça, exactement. C'est important de partager et d'échanger. Et chacun, on va dire, chacun va apporter sa graine. Nous sommes tous des petits colibris, hein, comme on dit, ces petits colibris qui apportent chacun sa graine. Mais ensemble, on peut faire tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé en amont.
que mon rêve, c'était de puiser un puits et de le faire n'importe où dans le monde pour aider justement toutes ces femmes qui passent des heures à aller chercher ne serait-ce que de l'eau pour faire leur vaisselle, pour faire boire leurs enfants, pour laver leurs enfants, pour se laver, pour faire leurs prières, tout. C'est exactement ça. Et toujours on parlait ce matin avant l'émission de gratitude, parce qu'en fait, on a cette chance ici d'avoir un robinet, hop, on ouvre le robinet, on a de l'eau potable. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Alors qu'il y a des enfants, des mamans qui portent des seaux lourds dans le monde, qui n'ont pas cette possibilité justement d'avoir de l'eau potable. Tout à fait. Ça fait aussi partie, Basma, d'un de mes rêves aussi, de pouvoir construire des puits un peu partout, parce qu'on se dit, oui, on doit contribuer à un monde meilleur, mais on doit commencer déjà par voir ce qui se passe chez les autres et se dire, ensemble, on peut faire tellement de beaux projets. Tout à fait. Parce que nous sommes des milliards. Mais il suffit d'un noyau dur et on se dit, voilà, tel mois on va faire ça, telle action. Et vous avez dit quelque chose de formidable, vous aussi, Enda, c'est la notion de lumière. C'est-à-dire les mettre en lumière, ces femmes. Et en fait, la lumière, elle jaillit toujours par le regard qu'on fait. Et donc la transmission, l'héritage, elles existent, elles sont une force, en fait, qu'il faut mettre en lumière, tout simplement par le regard et par le travail qu'elles font. Parce qu'effectivement, dans les conditions dans lesquelles elles sont, elles ont, faut les mettre à l'honneur et c'est un peu le travail aussi que j'ai en commun avec vous, c'est-à-dire cette dimension de mettre à l'honneur des gens modestes et qui peuvent et justement leur donner cette lumière qu'ils ont, faire prendre conscience que cette lumière que justement Enda nous a gentiment donné. Mais c'est important, c'est aussi notre devoir et notre rôle de pouvoir se dire que qu'est-ce que je peux faire pour rendre meilleure l'humanité. C'est ça. Et vous, comme vous, vous êtes, voilà, moi je dirais toujours des ambassadeurs de vos propres énergies, de vos propres pensées, de votre propre. Nous sommes tous à ce côté où on a tous nos missions de vie. Et on doit justement œuvrer pour aider notre prochain, parce que c'est important. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'être mis en lumière, ni dans les médias. Je pense que cette émission Tout en couleur, c'est notre émission à tous. Et c'est l'émission, on parlait de bonheur, de lumière, de couleurs, mais parce que le monde est de différentes couleurs. Et je pense que j'ai pas vu cette poterie, mais j'imagine qu'il y a différentes couleurs et différents modèles. Il y a différentes couleurs, des modèles, mais ne serait-ce que de regarder la beauté de... C'était une tortue qui était faite en terre, c'était vraiment magnifique. Je l'ai tout de suite prise et j'ai senti une émotion très forte et j'ai dit, écoutez... Et surtout le regard triste de cette femme qui m'a vraiment touchée. Donc, moi, c'est pourquoi triste. On sent la tristesse dans leur visage, toutes ces femmes, parce qu'en fait, elle s'est dit, elle va juste regarder l'objet, mais elle va pas me l'acheter. Et moi, même, je veux dire, voilà, c'était pas la valeur de l'objet, c'était vraiment le regard qu'elle m'a lancé et qu'elle m'a dit, ma fille, tu peux me le prendre, tu peux me l'acheter. Elle m'a pris la main, et moi, j'ai vraiment senti évidemment. Je lui ai dit, oui, et là, justement, dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais voir ces femmes et je leur prends des... Et puis en plus, c'est tellement beau quand on le met dans une maison contemporaine, ça devient un objet magique. Et on se dit, ça vient... C'est la touche. C'est la touche qui va... Et on se dit, dans ma décoration contemporaine, ou normale, cet objet-là a une histoire. Il vient de loin, il vient d'une femme qui a passé du temps. Et c'est ça le message que je veux passer. Qui a passé du temps, mais en plus de ça, grâce à l'achat de cet objet, de cette poterie, elle va pouvoir acheter du pain ou à manger à ses enfants et à sa famille. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est là où on voit l'importance d'aller acheter
directement voir l'artisan, l'artisane, et directement acheter leur production pour leur permettre justement qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, mais qu'ils aient ce commerce équitable. C'est un commerce important. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce travail que nous livre Basma, c'est finalement faire exister les invisibles. Ah oui. Et moi, je dis souvent, individuellement, il y a plein de belles ressources. Il faut juste une chose, il faut s'unir collectivement pour ne pas subir individuellement. Exactement. Ouais. C'est beau ça. Vous avez tout dit. Oui, exactement. Vous avez tout dit. Exactement. Tout à fait. Et on n'a pas le choix. Non, dans le sens où si on ne le fait pas, et c'est là où on voit la destruction de notre humanité. Tout à fait. Donc il faut revenir à la source, et la source c'est l'amour. C'est l'amour. Et la bienveillance. Tout à fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Oui. Donc c'est vrai que Basma, le message que vous pouvez passer à ceux qui nous regardent, d'aller visiter justement ces artisanes. Je ne sais pas, elles sont où exactement? Alors, elles se trouvent partout, en fait. Il faut juste traverser la Tunisie, aller même dans les petits villages, aller à leur rencontre où il y a des foires. C'est très bien organisé. La Tunisie a un gros tremplin pour la femme. Pour la représenter également. Ouais. Elles sont là, on va les chercher, puis c'est surtout d'aller à leur rencontre. Il faut vraiment, même si ce ne sont pas dans des foires, il faut aller sur le terrain. Et moi, je vais sur le terrain. Et prenez le temps de leur parler. Voilà, surtout prendre le temps de leur parler, de les écouter, de leur donner le sourire et de leur dire que voilà, tout est beau et qu'un jour... elles brilleront un jour et exactement. Que voilà. Mais elles brillent déjà. Elles brillent déjà, bien sûr. Dans vos yeux. Elles brillent, oui, elles brillent dans mes yeux déjà. Et... on ressent, on ressent l'émotion. Hein. Je me retiens pour pas pleurer depuis tout à l'heure, mais on ressent cet amour et c'est très puissant. Oui. Basma, merci. Je vais vous emmener maintenant vers le bien-être. Hein, parce qu'on a besoin aussi du bien-être. Et donc, nous sommes partis lors d'un salon à Épinay-sur-Seine à la rencontre de Shaima, une entrepreneuse de Sai Création, qui nous parle justement de concepts qui consistent à personnaliser les coffrets, naissance, mariage, autres accessoires. On va regarder ensemble. Avec Shaima. Bonjour Shaima. Bonjour. Alors vous allez nous parler de vos produits, de ces tapis personnalisés. Ouais, bien sûr. Du coup, mon entreprise c'est Sai Création qui existe depuis le Ramadan dernier. Et je sais à quel point c'est important de faire de la personnalisation. Aujourd'hui, c'est ce qui se demande énormément. Donc, on a fait beaucoup de produits, donc notamment des tapis personnalisés qui sont énormément demandés. Donc, il y a différentes couleurs disponibles. Et on a des tapis qui vont être seuls et des tapis en coffret. Donc, il y a beaucoup de demandes pour les mariages, pour les fiançailles, mais aussi pour vraiment tout type d'événements. Et après, on a aussi la partie mariée. Donc, on va avoir des peignoirs personnalisés, des chaussons personnalisés, un peu tout ça. Donc, tout ce qui va être personnalisation. Donc, il n'y a pas que les tapis de prière, il y a aussi les peignoirs et plein d'accessoires personnalisés, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et depuis quand vous faites ça? Donc depuis le Ramadan dernier, je m'y suis mis, donc c'était au mois de mai dernier que ça a commencé. Et donc avec les salons, c'est vrai qu'on arrive à se faire un peu plus connaître, notamment sur les réseaux, donc sai.création, et ça nous permet vraiment d'avoir une certaine visibilité au sein de la communauté musulmane de France. Et un peu partout en Europe maintenant, parce que j'envoie des produits en Belgique, en Allemagne, en Suisse, donc voilà. Donc il y a un site, il y a les réseaux, il y a un site. Exactement.
Et donc par la suite, j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup de demandes et je me suis dit, bah, je vais me focaliser sur ça, je vais vraiment ouvrir mon entreprise, faire quelque chose de vraiment carré, donc voilà, importer les produits depuis la Turquie, etc. Et donc voilà, là c'est en train de se faire petit à petit. Ça a été difficile au début de commencer ou pas? Bah, honnêtement, moi je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance, mais en tout cas je suis arrivée vraiment pile avant le ramadan. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse demande, ce qui fait que bah, j'ai réussi à me faire connaître d'un coup. Mais c'est vrai que les salons ça aide beaucoup et puis voilà, après on a la famille qui nous aide aussi en période de rush. Donc voilà, je m'attends un peu au ramadan prochain, l'Aïd, etc. Ça va être un peu le rush aussi. Vous travaillez toute seule? Exactement, je travaille toute seule, je suis toute seule. Après, c'est vrai que j'ai ma grande sœur qui m'aide beaucoup donc pour l'envoi des colis, etc. Et bah, j'ai mon père qui fait un peu le transporteur, qui dépose mes colis, qui vient les récupérer. Donc voilà. Merci papa. Hein. Alors, donc il y a aussi des parfums. Exactement, donc on aura des parfums, donc des parfums El Nabil, on aura des musks aussi et des parfums d'intérieur, donc pour mettre sur les draps, sur les vêtements. Tout ça, bon, on a des tesbih, on a des Qur'an, on a vraiment tout ce qui va vous permettre de composer votre box et même de l'acheter individuellement. Donc un dernier mot, où est-ce qu'on vous trouve? Rappelez-nous le site et vos pages. Ouais, alors sur Instagram, saïk.création, donc SAAY.création. Sur mon site internet www.saïkcreation.com et bah voilà, toutes les informations sur les deux. Merci beaucoup Shaima. Merci à vous. Merci beaucoup Shaima, c'est beau hein? C'est magnifique. Ouais, et c'est beau en fait, la famille, toute la famille se met à aider Shaima, c'est beau, magnifique. Bravo à elle. Ouais. Et il faut bien l'encourager, on va aller sur son site, on va bien Exactement. sûr Donc partager. tapis personnalisé, peignoir personnalisé, plein de beaux cadeaux en tout cas. Hein. Oh, oui, voilà la dimension du collectif, comment le collectif peut justement aider des individus et que tout seul on ne peut pas y arriver. Non, c'est difficile. C'est collectivement qu'on partage les idées. Mais il faut accepter aussi, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas l'aide des autres. Oui. Donc si on veut réellement que ça rayonne un peu partout, il faut accepter que, comme vous dites, que ce soit collectif et qu'il y ait une grande aide de la part de plusieurs personnes. D'associer les intelligences. Exactement, j'aime bien ce mot-là, associer les intelligences. Ah oui, on va associer les intelligences et là je vous emmène dans un autre domaine, la culture. Et nous sommes partis au théâtre. Je ne sais pas si vous aimez le théâtre. Oh Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Justement, ça c'est l'instant coaching d'après le théâtre. Nous sommes partis au théâtre Le République à Paris voir une comédie Bnet Souad, dont le metteur en scène est Sadek Helwaz, avec la grande comédienne, actrice tunisienne Naïma El-Geni, Loubna Sdiri et Oumeima Ben Afsia. Ce fut un véritable succès. Alors la salle, elle était comble. Il y avait même des personnes dehors qui voulaient rentrer, mais c'était impossible. C'était déjà complet. Alors, on va regarder ensemble cette comédie. Il faut savoir que cette comédie dénonce la haine et les idées reçues. Ah. Alors, le personnage de Souad, la maman de 2 filles, elle est veuve et puis elle essaie de refaire sa vie. Donc, une des filles est divorcée, l'autre cherche à tout prix à se marier. Oh là là, le mariage, justement, on en parlait tout à l'heure. On va regarder et on revient. Bonjour à tous, comment vous allez bien? En tout cas, je suis avec une très grande actrice. Oui, vous la connaissez. Aya,
présente-toi et dis-leur justement bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tout le monde. On est là pour une représentation théâtrale, une pièce de théâtre intitulée Bnat Souad. Moi, Oumaima Ben Hafsia, Lobna Zdiri. La mise en scène, c'est pour Sadok Helwes. J'espère que ce spectacle se passera très très bien. Quoi d'autre Ça fait quoi d'être là justement dans une salle parisienne? On a beaucoup joué nous avec d'autres pièces comme j'ai joué Fazeni Merteh, j'ai joué Malaïla avec Bassem Hamraoui, Faisal Lahdiri, Oumaima Ben Hafsia aussi, c'est la mise en scène de Sadok Helwes. Cette fois-ci, c'est avec Bnat Souad, avec Oumaima et Lobna. Inch'Allah, ça va vous plaire. Un beau spectacle, Inch'Allah. وهذه أمي. لا ديك نعيمة في الدنيا، هذه أمي سعاد. بابا الله يرحمه وينعم. بوك الله يرحمه وينعم، ما تحبش تقدم الجثة اللي معاكم. سامحوني هذه مانيش لبنى، أنا سيرين بنت سعاد. دونك نحن زوز بنات سعاد. يا تاني زوج دوراتهم بفضل بيحبوا بعضهم، احنا على بعضهم، يستروا على بعضهم، ان شاء الله مرة عندكم. Merci beaucoup Naïma El Geni, Lobna Zdiri et Oumaima Ben Hafsia. Vraiment très beau spectacle, je vous le conseille, hein, Bnat Souad, il faut aller le voir. Donc elle parle de sujets d'actualité très importants, avec beaucoup de touches d'humour. Et on parle de mariage, ah là là, entre justement la maman qui veut refaire sa vie, entre une fille divorcée et l'autre qui veut à tout prix se marier. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des problèmes de société d'aujourd'hui où il faut à tout prix se marier, il faut à tout prix être en couple. Donc on en parlait tout à l'heure. Hein. Oui, c'est pas facile parce que le mariage, c'est quoi? C'est aussi une institution, comme la famille. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de livres sur ça, d'ailleurs en sociologie, la famille comme institution. Ouais. Et surtout, le gros problème, c'est quoi? C'est le regard des autres. Ah là là, mon Dieu, le regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Oh là là. Il n'est pas marié, elle n'est pas mariée. Et donc, en fait, il y a une pression sociale très importante qui pousse les gens, des fois, vers des aventures qu'ils ne voulaient pas. Oui, c'est vrai. Vers des rencontres qu'ils n'auraient pas choisies. Et donc, on est en difficulté dans, à la fois, c'est quoi le désir personnel des gens? Il y a des gens qui ont envie d'écrire, de voyager, de lire et de ne pas se marier tout de suite. Et donc, souvent, il y a des gens qui se marient trop tôt. Pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir justement aux exactement. On est en fait finalement on nous conditionne et on nous éduque dans le mariage, le mari, la fille, la fille et le garçon, c'est pas la même éducation. Et surtout, c'est on nous conditionne et on nous pousse, et il y a des pressions, ce qu'on appelle des pressions amicales, par ceux-là même qui nous aiment, soi-disant. Oui, c'est vrai. Et c'est le plus dur de résister à ceux. C'est pour ton bien que tu vas parfois sombrer dans un gouffre. Et donc, et après, effectivement, se pose aussi une autre question. Alors là, à l'inverse, il y a des gens qui ont envie de rencontrer le bonheur. Bien sûr. Et comment rencontrer le bonheur dans une société, dans une période comme celle d'aujourd'hui, où à la fois le champ des possibles est très ouvert avec les réseaux sociaux, et en même temps on est éminemment seul. Oui, c'est vrai. Dans une solitude monumentale. C'est-à-dire que les gens, ils sont en contact avec plein de gens, mais ils ne connaissent personne. Et c'est difficile de rencontrer quelqu'un parce que ça brasse tellement de monde que finalement, ça pose une autre question, que peut-être on en parlera tout à l'heure, l'attention et la concentration. Qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce qu'un objectif? Qu'est-ce que je veux finalement?
C'est quoi le but de ma vie? On s'y perd parfois parce qu'il y a des fois, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser l'attention, la concentration. Je me concentre, qu'est-ce que je veux réellement? Ok, j'ai ce projet de mariage, mais qui je suis? Et qu'est-ce que je recherche? C'est important. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est bien pour moi? Oui, oui. Et ça passe par un truc qui s'appelle l'élaboration psychique. Voilà. Et c'est quoi l'élaboration psychique? C'est justement ce qu'on est en train de faire là, dans les interactions. Un grand monsieur qui s'appelle Evelyn Goffman, un grand sociologue, qui a travaillé sur le fait de, en se parlant, on élabore. On produit un savoir commun. Et c'est tout ça la grande difficulté. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir simplement se poser seul dans un endroit et de réfléchir et dire, mais qu'est-ce que je veux? Et donc, ça passe par le stylo. Le stylo et la feuille. Et la feuille. Et l'orge qui devient voilà, remplie. Exactement. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qualité. Et c'est important justement parce que quand on conscientise ce que l'on fait, on prend conscience réellement des mots et de ce que l'on veut réellement et aussi de ce qui est bon pour moi. Parce que parfois, on peut souhaiter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Tout à fait. Et il faut surtout, si on a un conseil à donner, je me garderai bien, mais c'est sortir du désir des autres pour rentrer dans son propre désir. Exactement, c'est très important. Parce qu'on est souvent dans le désir des autres. De faire plaisir aux autres. Le projet des autres. Mais oui. Mais oui. Et c'est, tiens, viens, on va faire ça. Mais pourquoi je le ferais? C'est ça. Le plaisir familial. Voilà, pourquoi je ferais ça? Faire plaisir aux parents. Ah, mais c'est ton désir à toi. C'est parce que tu voudrais que je sois heureux comme ça. Mais moi, je suis heureux comme ça. Exactement. Et donc, c'est pas... Voilà. Et donc, la pression familiale, et c'est pour ça que la famille, c'est à la fois un lieu merveilleux de chaleur, de bonheur, d'amour, etc. Mais c'est aussi un lieu, il faut le dire, d'oppression. Ça arrive, dans beaucoup de familles d'ailleurs. D'oppression au sens symbolique. Oui, c'est pas l'oppression, non. C'est justement par les conseils soi-disant bienveillants, mais qui vous poussent jusqu'au moment où vous craquez. Oui, bien sûr. Hein, que, je sais pas, ne serait-ce que l'achat d'une maison. Et pourquoi j'achèterais une maison dans ce village-là plutôt qu'ailleurs? C'est ça. Pourquoi à Djerba plutôt qu'à Hammamet? et donc voilà. Ah ben non, mais parce que après, c'est les traditions, c'est la famille, c'est là où justement les parents sont nés, les grands-parents sont nés. Donc après, c'est ça. Il y a beaucoup de tradition aussi, hein, de tradition et d'affect, les émotions. Les émotions, oui. Les émotions, c'est important. Ça, c'est important, les émotions. C'est une force et en même temps, c'est quelque chose qui peut nous jouer des tours. Ah oui, énormément. Surtout quand on est différent. Et donc, il faut... Et qu'on s'exprime. Voilà. D'où la question, enfin, pour ce qui me concerne, l'écriture. L'écriture, c'est ce qui permet vraiment de préciser la pensée. Oui. Et bien justement, on y va à l'écriture. C'est l'instant coaching avec vous, notre invité, dramaturge. Avant de commencer, justement, c'est quoi un dramaturge? Oh ben, modestement, moi je suis, vous savez, un autodidacte. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est construit tout seul. Et j'ai beaucoup réfléchi depuis tout petit, qu'est-ce qui m'a amené à ce désir d'écrire. Et mon père travaillait dans une ville juste pas très loin d'ici, qui s'appelle Villeneuve-la-Garenne. Ah oui. Et tous les soirs, c'était une usine qui transformait des vieux papiers, des stylos, etc. en quelque chose de... C'est un recyclage. D'accord. Et tous les soirs, il m'amenait un stylo. Et il ne savait pas lire et écrire, mon père. Mais il me disait stylo. Stylo. Et donc, moi j'étais petit, je ne comprenais pas tous ces stylos qui m'amenaient, etc. Et en fait, la transmission qu'il m'a donnée, c'était de dire le stylo c'est important, travaille avec le stylo. Fais pas comme moi avec les bras, parce que c'est l'exploitation, etc. Et donc voilà, après c'est des rencontres. Et l'écriture théâtrale, c'est quoi? C'est au fond rendre compte aussi de la vie. C'est l'écriture de la vie. Et donc, moi, j'anime des ateliers d'écriture depuis plusieurs années. Donc, j'ai une
formation aussi en sociologie, mais je n'étais pas du tout destiné à ça. Vous savez ce que j'étais, mon premier métier? Non. J'étais couvreur. Oh, c'est quoi un couvreur? C'est un gars qui est sur les toits. Ouais. Et qui couvre les toits. Voilà. Et donc, si vous voulez, et c'est là que c'est important, et on a un lien commun avec Basma, tout ce qu'elle racontait tout à l'heure, c'est qu'il faut pouvoir transformer le destin. Ouais. C'est-à-dire, on a un destin social, on vous dit, vous allez être comme ci, comme ça, et ce qui est important, c'est de trouver la force en soi pour la transformer. Et moi, modestement, j'ai convergé vers l'écriture grâce à des rencontres aussi, puisqu'en 1985, j'ai rencontré le théâtre avec la Commedia dell'arte des Italiens. C'est eux qui m'ont appris, initié le théâtre. Et puis ensuite, après, j'ai fait plein de belles rencontres, parce qu'une rencontre amène une autre. Ah, toujours. C'est ça qui est bien. C'est comme aujourd'hui, d'ailleurs. La loi de l'attraction, les synchronicités. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est très beau, hein. C'est magnifique. C'est ça. Et voilà, et j'ai rencontré un homme aussi merveilleux qui s'appelait Jean-Pierre Vincent au Théâtre des Amandiers à Nanterre, qui m'a beaucoup appris, que c'était un grand metteur en scène. Et puis j'ai rencontré aussi un autre personnage qui malheureusement, les deux d'ailleurs sont plus de ce monde, paix à leur âme, c'est Adel Hakim. Et Adel Hakim, c'était le directeur du théâtre Antoine Vitesse à Ivry, le théâtre des quartiers de Ivry. C'est un homme merveilleux. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, parce que je l'ai rencontré par hasard, je suis allé dans son théâtre et je me suis assis pour prendre un café. Ouais. Il est venu et on a fait connaissance comme ça. C'est fou, et quand tout même, de suite, le regard. Oui. L'attention, la lumière. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je lui dis, voilà, moi j'essaye d'écrire un peu. Je lui dis, et toi, tu fais quoi? Il me dit, moi je suis le directeur du théâtre. Et là, et puis du coup, je lui dis, moi j'ai un projet, le voilà. Je voudrais monter une pièce de théâtre sur le 17 octobre 61. Ouais. Et là, tout de suite, il m'a donné son numéro et il m'a dit, on se rencontrera bientôt. Et donc voilà, et puis c'est parti comme ça. Et donc ensuite, j'ai réussi à écrire cette pièce de théâtre qui s'appelle 17 octobre 1961, Je me souviens. Ouais. Alors c'est quoi? Ça parle de quoi? Ça parle du drame du 17 octobre 1961, la fameuse manifestation, mais ça parle aussi de l'héritage, du courage de nos parents dans les années 60. Ouais. Donc c'est pour leur rendre hommage aux travailleurs algériens des années 60 et d'une manière générale à tous les travailleurs, tous les Français héritiers de l'immigration coloniale, et donc aux quartiers populaires. Et dire aussi une chose très importante, c'est que l'écriture, le théâtre, la culture d'une manière générale, elle peut être accessible pour tout le monde. C'est pas seulement réservé à certains artistes, etc. Moi, c'est ce que j'ai découvert en forgeant comme ça. Et c'est ça le message que l'on peut donner à la jeunesse, souvent, parce que j'anime des ateliers d'écriture littéraire, et souvent les gens me disent « Oh ben non, mais l'écriture, c'est pas pour moi », ou « Moi, je suis coincé ». Oui, mais c'est des fausses croyances, ça. Oui, tout à fait. Toujours. Voilà. Et quand il travaille, par exemple, avec ce que j'appelle des inducteurs, comment on fait un atelier d'écriture, on commence par une proposition d'écriture. Par exemple, moi, j'écris « Je me souviens ». Alors, je me souviens de quoi? Donc, chacun va, par exemple, essayer de se souvenir de la première fois qu'il a été à l'école. Tout à fait. L'odeur de la classe, la voix du maître ou de la maîtresse, etc., etc. Et donc, ça s'appelle de la description. Et donc, on voit à la fin, au bout d'un moment, que tout le monde arrive à écrire. Ouais. Et donc, j'écris un peu l'histoire des gens. Hein. C'est voilà, l'écriture de la vie, c'est-à-dire les parcours. Et comme vous, Basma, j'ai rencontré des gens incroyables, des gens du peuple, des gens qui étaient invisibles. Et donc, modestement, j'ai tenté de leur donner une visibilité, de leur dire « Vous êtes important, vous êtes beau, et vous avez une richesse. » Et donc, cette richesse, non seulement on va l'écrire, et on va la transmettre
par le théâtre. Et vous parliez, Hinda, tout à l'heure, je vous remercie du mot émotion. Bien sûr. Et la meilleure transmission pour moi, c'est l'émotion. Ouais. Mais il faut en faire quelque chose, il faut en faire avec le texte une force pour donner des ondes positives aux gens, les gens qui le reçoivent. Et il y a un grand auteur allemand de l'école de Francfort qui s'appelle Norbert Elias, qui parle de l'identification collective. Comment je m'identifie à vous, dans ce que vous dites? C'est-à-dire que c'est ça le théâtre. J'essaye de me reconnaître dans vous en tant que spectateur. Et donc, pour moi, pour finir cette première partie, le théâtre, c'est quoi? C'est le seul endroit où l'on peut dire des choses que l'on ne peut dire nulle part ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Bravo. Oui. C'est vrai. Bravo pour votre travail. Mais ce qui est beau aussi, en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est que vous mettez l'accent sur les détails. Quand vous demandez à ces jeunes d'écrire, par exemple, la première fois qu'ils sont partis à l'école, alors l'odeur de la classe, le ton du professeur. Et en fait, c'est cette conscientisation du décor et des acteurs de la scène qui va faire que ça va faire ressortir des émotions, des souvenirs, et faire ressortir des émotions passées qui sont déjà cristallisées au niveau inconscient. Et c'est ça qui est important, c'est que le théâtre, on se remémore, ou même l'écriture, on se remémore des scènes qui peuvent être traumatisantes ou pas, qui peuvent être positives ou non, mais qui amènent vraiment la personne, l'individu, à vivre consciemment, donc dans cette pleine conscience, les choses. Et c'est ce que j'aime beaucoup en vous. Le théâtre, c'est pour moi, oui, vous avez tout à fait bien, je vous remercie, vous avez résumé, c'est d'abord le détail qui peut se passer par... voilà, j'ai plusieurs personnages dans ça. En fait, on fait une fresque. Et l'idée pour que les gens restent avec vous, c'est justement, j'aime bien une écriture d'un autre grand auteur qui s'appelle Heiner Müller, et puis un autre auteur qui s'appelle Aziz Chouaki, qui était pas très loin d'ici, d'ailleurs, de Épinay, paix à son âme. Aussi, j'ai joué sa pièce qui s'appelle Les Oranges. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette écriture incisive, passer du coq à l'âne. Et là, on est toujours là, debout. L'autre chose qui est très importante, c'est la notion du conflit. Les personnages, les conflits, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, il y a la résolution du conflit, parce qu'il faut trouver une issue à ce conflit. Par exemple, moi, ce que j'ai voulu donner, c'est l'honneur des travailleurs algériens. C'est-à-dire que c'est des femmes et des hommes. Le 17 octobre 1961, il s'agissait de quoi? C'est une manifestation pacifique qui est partie de la banlieue de Paris. Et cette banlieue, 40 000 personnes sont parties de toute la banlieue pour converger vers Paris. Il fallait être courageux, ils étaient endimanchés, elles étaient belles, ils étaient beaux, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et ils sont partis pacifiquement manifester à Paris. Malheureusement, en face, il y a eu le sinistre préfet Maurice Papon qui a donné l'ordre, comme vous le savez, nettoyez-moi ça. Et ce que je voulais dire, on pouvait... 300 morts, quand même, qui ont été jetés à la Seine, torturés, tués par balles, etc., etc. Des civils, des gens qui manifestaient pacifiquement. On pourrait en rester là et de dire, voilà, vous avez un bourreau et des victimes. Mais moi, j'ai été au-delà de ça. C'est-à-dire que de dire simplement que ces femmes et ces hommes ne sont pas morts pour rien. Et deuxièmement, ils étaient courageux et courageux. Ils avaient de la dignité. Et ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont battus. Battus pour leur liberté. Pourquoi ils ont manifesté? C'était contre le couvre-feu discriminatoire du 5 octobre 1961 qui leur était imposé. Et ils ont bravé ça. Et donc, ils savaient que ça pouvait mal se passer. Et ils ont fait quand même cette manifestation. Et donc, en termes de transmission aux enfants d'aujourd'hui, c'est de dire que le courage, c'est important. La dignité, c'est important. Le NIF, c'est important. Il faut savoir se tenir droit, debout,
comme des femmes et des hommes libres. Et ça a un prix. Et c'est ça que j'ai voulu restituer. Pas seulement l'aspect, comme on disait à l'époque, les bidonvilles, le misérabilisme, etc. Non, non, non. C'était des femmes et des hommes qui se battaient intérieurement et qui, collectivement, pour la justice, la liberté et l'égalité. Et donc, rendre compte de ça par le théâtre, c'est pas facile. Et rendre compte de ça par les livres, on sait qu'il y a des livres d'histoire, mais beaucoup de gens ne lisent pas. Et donc, là, j'étais vraiment heureux puisqu'on a fait une tournée dans toute la France. Et ça se finit toujours par la fête, parce qu'à la fin, c'est l'indépendance. Et les gens dansent, les gens sont heureux, les gens posent des questions. Et puis, il y a des moments aussi drôles, parce que, par exemple, il y a cet instituteur, Monsieur S, l'instituteur alcoolérique. Et alors, ce sinistre individu qui était à Alger, dans les années 60 et qui en 1900 et donc il avait la pêcherie d'Alger. Je ne sais pas si vous connaissez la pêcherie d'Alger. Ben, c'est le fameux restaurant où on va manger les crevettes. Voilà. Et surtout, la spécialité des Algériens, c'est quoi? Le rouget. Ah, le rouget. Ah, le rouget. Ah oui, on aime ça, le rouget. Voilà. Et les Algérois adorent le rouget à l'époque. Et donc, ce monsieur était un nostalgique des crevettes, du rouget, etc. En 62, c'est l'indépendance, terminé tout ça. Alors, il vient ici dans une banlieue sinistre que j'ai appelée la ville de S. Et il rencontre quoi dans sa classe? Eh bien, ce qu'il appelle les félagas. Les félagas, qu'est-ce que vous faites ici? Et donc, c'est qui les félagas? C'est les enfants d'Algériens qu'il avait en classe. Donc, ce qui est important, on aurait pu en rester dans la violence, etc. Mais on a transformé ce personnage en quelqu'un qui est devenu, qui est sorti hors de lui. Et donc, il en devient drôle, quelque part. Puisqu'à un moment donné, il croit à la malédiction. Il dit, par exemple, pourquoi j'en suis venu là? Ah, c'est le mauvais œil, ça. Ça doit être Madame Ramirez. Je le savais. C'est elle, j'en suis sûr. Déjà, à Alger, elle était jalouse de moi, de mon statut d'instituteur. Oui, tous rêvaient de mettre leurs enfants dans ma classe. Ah oui, j'étais quelqu'un, moi. Et donc, voilà, c'est ça qui est important. Une autre dame, par exemple, qui était prof, mais méchante, etc., que j'ai appelée Martine Bouche d'égout. Dit la fourrière, petite, boulotte, bossue, les cheveux gras aux lunettes rondes, une voix aiguë, stridente, qui te transperce le tympan. Elle sentait le poisson attaqué par le soleil en fin de marché d'Argenteuil. Voilà. Donc, ça nous embarque. Ah oui, là on est au théâtre. On en voudrait encore. Ah, c'est la fin de l'émission là. Ça passe tellement vite, mais on en voudrait. En fait, vous nous embarquez dans ces différents personnages. Magnifique. Et avec à la fois, oui, l'énergie, l'émotion, l'intonation. En fait, c'est très beau. Ça se joue toujours, votre pièce de théâtre? Oui, bien sûr. On a joué donc en 2022 dans plein d'endroits. On a été accueillis dans les Ardennes, à Sedan, Charleville-Mézières, évidemment dans la région parisienne. Toujours avec un public merveilleux, avec des gens qui, évidemment, passent des larmes au rire, de l'émotion, etc. Et donc là, cette année, on continue. Je commence à être invité dans plusieurs villes. Eh bien, super. Et surtout, pour les lycéens. Dans les lycées, beaucoup de gens, j'ai joué devant beaucoup de lycéens l'année dernière, et du coup ça a donné envie à plein d'autres lycées, et je crois que l'enjeu il est là, parce que je me souviens deux lycées, l'un à Stein, dans une ville qui est juste derrière, où après la pièce de théâtre, les jeunes voulaient discuter pendant plus de 2 heures. À Montreuil, ça a été pareil, ça a été formidable. Les jeunes posaient des questions. « Eh, monsieur, mais comment vous avez écrit? Est-ce que c'est une vraie histoire ?» Alors, c'est là que c'est compliqué pour lui dire, oui, c'est à la fois, c'est vrai et faux, parce qu'on raconte une histoire à partir de vraies histoires, et puis en même temps... Il y a beaucoup de fiction à côté aussi, mais c'est ça, en fait, c'est l'art de jouer des émotions, et avec des sujets très importants, parce qu'il y a eu la mort d'innocents, mais en même temps, vous transcendez ce côté négatif en quelque chose de positif. Merci en tout cas.
C'est de l'art et c'est ce qu'on appelle ça, le théâtre. Et vraiment un grand artiste. Je m'incline devant vous. Merci, en tout cas, merci à tous les deux. C'est la fin de l'émission. C'était rempli d'émotions. Oui. Rempli de bonheur. Merci à toutes ces femmes artisanes. On leur souhaite vraiment de rencontrer des belles âmes comme vous, Basma, pour leur permettre de rayonner. Merci à vous, Mohamed Kaki. Merci, et je vous souhaite de rayonner et de toucher le cœur de tous nos enfants, nos lycéens, pour leur permettre justement d'aimer le théâtre et de surtout transmettre des messages. On a un groupe Facebook qui s'appelle Les Oranges pour ceux qui souhaitent nous suivre. Exactement. Tout simplement. Les Oranges, donc n'hésitez pas à les suivre. En plus, tout en couleur, il y a de l'orange. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous tous. Au revoir. Merci.